Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a annoncé jeudi dernier l'arrestation de 5 Nigériens sur la plateforme pétrolière de Semekoji pour s'y être introduits frauduleusement. En réaction, Niamey réagit à travers son ministre du pétrole et son garde des Sceaux en affirmant qu'il s'agit de membres d'une mission nigérienne au Bénin venus contrôler le travail de WAPCO sur place en ce qui concerne le chargement des tankers. On en parlera ce matin au cours de cet entretien exclusif avec Clément Adeoti Adéchian qui sera face à Fiacre Vidiainou. Clément Adeoti Adéchian qui est journaliste, analyste politique, président fondateur des entreprises de presse du groupe de presse ESAE. Il sera face au consultant média, docteur en sociologie politique et militaire, journaliste internationaliste. Avec eux, chers amis internautes, on parlera sans nul doute de la tournée gouvernementale qui a démarré le 25 mai dernier et qui s'achève ce samedi 8 juin. Juste après l'instant pub sur cette émission, on les retrouve pour échanger. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés, journaliste, analyste politique. Vous êtes face à Fiacre Vidiainou. Bonjour. Bonjour Kader. Politiste. Bonjour. J'aime pas trop le en face. On n'est pas en face. On n'est pas en face. On n'est pas face à face. On n'est pas en face. Alors Fiacre Vidiainou, comment se porte aujourd'hui le Bénin selon vous? Le Bénin va bien. Le Bénin va bien. Tournée de réédition des comptes, pareil. En plus de cela, il y a en cours une nouvelle, un nouveau volet de la brouille entre le Bénin et le Niger qui s'ouvre avec l'arrestation de certaines personnes qui se seraient introduites sur le site de Semekoji. Dommage. Dans l'ensemble, le Bénin va bien. Clément Adeoti Adéchian, vous avez suivi un peu les échanges avec les populations de part et d'autre. Qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de cette tournée-là qui s'achève ce jour? Politiquement, c'est une très bonne chose, souvent de rendre compte. Déjà, structurellement parlant, et dans la vie réelle, dans la vie active, dans la vie associative, la reddition de comptes fait partie des règles, des principes de base de gestion. Lorsqu'on vous confie quelque chose, c'est bon d'aller rendre compte au mandant. Donc, politiquement, cela va sans dire. C'est bon, mais est-ce que les populations... Cela va sans dire qu'ils le fassent. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, la question est-ce que c'est les personnes les plus habilitées à écouter cette reddition de comptes qui ont été ceux invités ou ceux vers qui la délégation s'est rendue, s'est dirigée? Alors, c'est ça la question. C'est ça ce qu'il faut analyser. À votre analyse, pour vous, c'était les personnes indiquées ou pas? Un mélange des deux, parce que... Vous êtes retrouvé dans les meetings à l'époque de Boniaï? Non, mais je ne veux pas faire une comparaison entre deux politiques. C'est trop drôle. C'est encore Fiacre qui a fait une belle publication sur Facebook. Je suis tombé là-dessus par hasard, où il a aligné comme dans un groupe de tontiniers, des femmes bien habillées, drapées de leur foulard sur la tête, uniformément bien jugées. Alors je me dis, pour une reddition de comptes, doit-on inviter des personnes déjà convaincues à la cause?
au Palais des Congrès. C'était une question, hein. C'est lui qui a posé la question. Il n'a pas répondu à la préoccupation. Mais je pose la question avec lui. Doit-on inviter des personnes déjà convaincues à une cause? Parce que tel que vous les voyez disposés, ils se sont préparés, ils sont venus à une messe, dédiée à la réduction des comptes. Alors, si je viens prêcher des convertis, si je viens parler à des personnes déjà convaincues de ma cause, alors est-il nécessaire de dépenser de l'argent pour aller parler, pour aller dire à Kader que je suis le fondateur de l'ESAE? Non, je crois que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et pourtant, c'est ceux-là qu'on a vu au Palais des Congrès, malheureusement. Mais heureusement que ce n'est pas ce qui s'est passé un peu partout. Ils sont allés vers d'autres cibles qui ne sont pas forcément les plus inattendues. Pierre Guillen, quel est votre constat sur le terrain? Lorsque vous avez suivi un peu les reportages de part et d'autre, lorsque vous avez vu un peu quelques images qui ont été virales, quel a été votre constat? C'est assez drôle, hein. C'est assez drôle. Ce que moi j'ai pu constater. C'est comme aller dire à des gens qui ont faim, c'est envoyer des gens qui sont repus, aller expliquer à des gens qui ont faim pourquoi est-ce qu'ils ont faim. Quand je caricature un peu à la volée, c'est ça. Sinon, par endroit, il y a eu des messages qui sont passés, pas mal. Quelques-uns, par exemple? Oh, à la volée, j'ai suivi avec une certaine distance, hein, certaines réunions dans le Nord, par exemple. Dans le Nord, ça s'est mieux passé. Et dans le Koufo? Parce qu'on a... Je veux pas en parler maintenant. Mon vrai problème, c'est que je ne souhaiterais pas indexer particulièrement certaines personnes. Sauf à Cotonou, où il y a eu de graves problèmes en matière de diffusion d'images. On ne peut pas, comme le disait Clément Adéchian, on ne peut pas se permettre d'aligner avec autant d'opulence. Je dis bien d'aligner avec autant d'opulence certaines personnes qui sont censées boire déjà à la coupe, aller dire que oui, on a bien compris le message. Le message, en réalité, de reddition des comptes, c'est adressé à des gens qui n'ont pas l'information. C'est normalement dans ce genre d'exercice qu'on fait du porte-à-porte pour aller voir les populations les plus impliquées, indiquées, les gens qui vivent au quotidien la douleur. Vous avez comme l'impression que les acteurs politiques étaient allés échanger avec leurs militants, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. J'ai eu l'impression d'être à des réunions politiques en réalité. À des réunions politiques. Clément Adéchian, c'était dénonce également la non-association d'autres formations politiques de la mouvance, telles que Renaissance Nationale, Moël Béné et bien d'autres. On estime que il y a eu que la part belle à l'Union progressiste, le renouveau et au bloc républicain. Ça, c'est leur cuisine interne. C'est eux qui savent qui est de la mouvance ou qui est de l'opposition. Ce que nous savons, c'est qu'on a organisé une tournée de réduction de comptes pour des partis politiques censés soutenir l'action du chef de l'État. Mais au cours de cette tournée, il y a eu des déclarations. Maintenant, qu'à l'intérieur, que Moël ou UPR ou UPT ou UPB ne soient pas invités, ça, c'est le problème interne. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, quel est le message qui est passé? Est-ce que les cibles concernées ont reçu la visite des personnes indiquées pour donner l'information? Est-ce que les personnes qui sont allées se présenter devant ce peuple affamé vraiment a été convaincu du message qui est passé? C'est ça le problème en fait. Parce que je n'ai pas l'impression qu'à tout point de vue, les personnes le message est passé. aient reçu le message qu'ils attendaient en fait. Parce que si c'est pour aller dire à quelqu'un qui a faim, comme l'a dit Fiac, écoutez, on a fait des routes, il y a des marchés, il y a encore des routes à venir, comme on a dit au nord ou dans certaines régions, ou à l'ADA, on a encore des routes prévues pour vous. Je crois qu'ils s'attendent beaucoup plus. Par contre, dans l'Atlantique, oui. Clément, moi, j'ai écouté un discours hier qui m'a le plus, qui m'a choqué, blessé. C'est le président de l'Union progressiste, le renouveau. Non, c'est le discours où on raconte aux gens que le maïs est cher parce que les poulets doivent manger le maïs. C'est pour faire de l'humour. Non, mais c'est pas ça de, ne passe pas en fait. C'est de l'humour, c'est pour un ancien journaliste, hein. En plus, pour un ancien journaliste, donc qui de l'humour, quand en fait. même au fait de ce que c'est que véhiculer un certain nombre d'informations
ou en tout cas, même si c'était de l'humour, moi je trouve que c'est quand même un peu déplacé. C'était pas approprié. C'était un peu déplacé. Et par rapport à la vice-présidente dans l'Atlantique, vous en parlez tout à l'heure, Alada. Oui, j'ai suivi. Elle est attaquée On a suivi devant tout la ça Cour constitutionnelle là-bas. par les démocrates sur ces propos tenus qui sont, selon certains acteurs politiques, de nature à susciter un troisième mandat au président Patrice Talon. Alors, moi, je pense quand même que je ne la prends pas au sérieux. Mais je crois que, comme tout à l'heure encore avec le C'était président dû à Diogbenou, l'euphorie de la le circonstance. président Diogbenou, elle faisait aussi de l'humour. Parce que c'est une mauvaise blague dans ce contexte actuel où le président de la République béninois est un avant-gardiste de la défense des droits de l'homme. Nous savons ce qui se passe. Aujourd'hui, maintenant, si on est en difficulté avec l'AES, c'est parce que le Bénin s'est mis devant. Pour dire, nous défendons des valeurs démocratiques et qu'on ne supporterait pas que des militaires prennent le pouvoir à l'heure actuelle. Et donc, moi, je serais un peu plus nuancé. oui, moi, mon problème, c'est le cas. Je vais un peu nuancer. Mon problème, c'est le cas. Qu'ils se mettent devant pour faire ce combat. Et que, Et aujourd'hui, ouais. qu'on entend dire qu'il y a préparation pour un troisième mandat, j'ai des inquiétudes. Vous avez des En même temps qu'il y a des doutes. Oui, Clément, votre je veux te dire, on a entendu ici, en début de course, je ferai un seul mandat. Pour l'exemple. Je me rappelle encore de cet entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, avec une partie des forces vives de la nation, où il l'a dit, il l'a répété. À la fin des cinq premières années, on s'est retrouvé avec un deuxième. Le président Bissau-Guinéen disait que c'est un nouveau. Bon, C'est un nouveau. donc il a eu le temps de faire. C'est un nouveau. Donc il faut prendre très au sérieux. Hein, Les inquiétudes? Non, il faut prendre très au sérieux les déclarations de la vice-présidente du Bénin. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas si c'est la bonne formule, aller juste devant la Cour constitutionnelle pour dire qu'elle est en train de violer la Constitution. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il faudrait plutôt réfléchir à une éventualité dans le troisième mandat. Mais est-ce que vous, au regard des forces en présence, des enjeux actuels, est-ce que vous pressentez qu'il pourrait avoir un troisième mandat? Troisième mandat, c'est pas impossible. Partout, ailleurs, ça s'est passé. On a dit que dans la Constitution, il y a nul ne pourrait faire plus de 2 mandats. C'est un fait. Dans sa vie, c'est précisé. Dans sa vie, ben, c'est. Vous pensez qu'on peut encore réviser la Constitution et que cela peut sauter du jour au lendemain? C'est pas impossible. Et donc, moi, je dis une seule chose. Si nous passions dans une nouvelle République, tout est possible. Toutes les interprétations sont possibles. Donc, c'est pas impossible. Fiacre, j'espère que tu sais que ça va guerroyer. Ah ben, tu sais que les obéistes sont sur le terrain et n'ont pas baissé les bras. Oui. On les a suivis encore il y a 2 semaines à Lokossa. Tu sais, Clément, que ça Et guerroie. c'est des partisans du chef de l'État. Ça va oui, saigner. Oui, ça. Et ils n'attendent que ça, en fait. C'est clair qu'il y aura du sang partout. Ah oui, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que l'évocation d'une perspective de troisième mandat. Bien sûr. Pour que ça l'entendre de la bouche de Talata, hein, c'est un fait. Si les gens s'amusent avec ça, c'est leur problème. Ah oui, Alors vous pensez que c'est un fait? Mais non, mais ça va. C'est un fait. Ça va. Moi, c'est un ballon d'essai. La vice-présidente, elle n'est pas n'importe qui. En tout cas, dans ma tête, je suis très légaliste. Elle est philosophe de formation, visiblement, en plus, politiste. En plus, le lendemain s'est envolé gracieusement pour la Corée. Donc, c'est vous dire que c'est moi, ce que je fais en général, même les blagues d'un politique, je le prends très au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de blague en politique. Il n'y a pas de blague en politique. Et retenez ça. On refera le débat en temps opportun. En temps opportun. Je suis persuadé que c'est une blague Clément. et que le président Talon ne va pas jouer avec le feu. Et les personnes que je connais les plus proches de lui soutiennent, Dieu comme fait, qu'il ne fera jamais un troisième mandat. Je préfère leur faire confiance. Clément, c'est un fait. Clément, c'est un fait qu'il ne veuille pas faire un troisième mandat. Je me rappelle, j'ai eu un entretien avec le président actuel, Alassane Ouattara, quand il avait pris cette décision que le Premier ministre Gonkoulibaly allait devenir. Et d'ailleurs, je me suis moqué de ça. Et c'est à la suite de ça qu'on s'était vu et qu'on en a parlé. Quand il avait pris la décision que Gonkoulibaly allait le remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse discussion
où il m'a dit, ben, écoute, moi je veux partir. Je dis, monsieur le président, moi je pense que vous n'allez pas partir. Et il m'a dit, moi je veux partir. Je veux que la jeune génération me remplace. Il est mort. Je dis, Ben, bien sûr, il est mort, et le second poursuivant, il est mort, et il est resté quand même. Et donc aujourd'hui, vous pensez que Patrice Talon va pas partir? Non, moi je ne pense rien. Je ne pense rien. Je pense qu'il est de bonne foi, le président de la République, et je pense que les institutions au Bénin, ça fonctionne. On a défendu un certain nombre de choses, c'est parfait. Je ne pense rien, je juge sur pièce. Alors, Fiac Villien, dites-nous, au regard de votre parcours assez emblématique, qu'est-ce qui pousse nos dirigeants africains, pour la plupart, à vouloir de façon irrésistible faire un troisième mandat? L'entourage, dans un premier temps, l'entourage et puis les ambitions personnelles. Mais est-ce que pour vous, lorsque vous regardez actuellement aujourd'hui, l'entourage de Patrice Talon est favorable à un troisième mandat ou défavorable? Au regard, lorsqu'on voit un peu les suscitations des candidatures de part et d'autre. Vous savez, moi, je ne fais pas partie de l'entourage du président. Je connais très peu de personnes dans l'entourage du président. Alors là, va raconter ça à qui tu veux. Votre sourire en dit autant. Va raconter ça à qui tu veux. Votre sourire en dit autant. Alors, avoir des connaissances, c'est une chose. Avoir des amis, c'est une chose. Tu as des amis, Fiac. Alors, Clément Aliot-Diadjian, nous allons passer à présent au second sujet qui nous réunit ce matin. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Elom Metonou, a effectué une sortie médiatique jeudi dernier pour annoncer l'arrestation de 5 Nigérians sur la plateforme pétrolière de Semekpodi pour s'y être introduits frauduleusement. À l'annonce de cette information, quelles ont été les émotions qui vous ont traversé? Non, journaliste ne faut pas traverser pas une émotion. D'abord, le procureur spécial est un fonctionnaire judiciaire de l'État qui fait des constats et présente les faits. C'est son rôle et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a été très factuel. Exactement. Il a été très C'est factuel. son rôle. Donc, il a présenté les faits tels qu'on a retrouvé les personnes. Ça, c'est un fait d'un officier judiciaire qui a fait son boulot. Maintenant, le fait, au-delà de ce fait, c'est d'avoir constaté quand même que c'était la vice-présidente de WAPCO, c'est-à-dire les propriétaires du pétrole en question, qui ont compris que c'était une très mauvaise idée de laisser les Chinois seuls décompter à la pompe le nombre de litres qu'ils ont siphonné par eux-mêmes et d'en faire la déclaration tout seul. Mais c'est dangereux. Vous êtes vendeur et vous laissez l'acheteur aller décompter et de venir vous faire le point à l'arrivée. Oui, mais Clément, Oui, l'histoire, elle est toute simple. Les Nigériens jouent avec le feu eux-mêmes. Ou ils nous provoquent en fait. Est-ce qu'ils jouent avec le feu? Non, ils jouent avec le feu. Ils jouent et avec le feu, crient aux voleurs, alors qu'ils ont laissé la porte ouverte pour qu'on puisse bien les dépouiller. Moi, je dis une chose. Tu ne peux pas, comme on le dit, être en train de vendre quelque chose, demander à la personne de ramener sa mesure, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de ramener sa mesure pour pouvoir extraire et partir avec, et que ce soit ce qu'il t'aurait déclaré, Qui sera le bon fasse compte. quoi? Qui fasse le bon compte. Le Bénin a estimé, et sur ce coup-là, le ministre de l'énergie, des hydrocarbures béninois, il est assez clair sur la question, il est assez transparent sur la question. Les autorités béninoises, en gros, ils sont assez transparents sur la question. Mais j'estime que le Niger, d'une manière ou d'une autre, est dans une position plus ou moins belliqueuse dans cette situation précise. Et, bien sûr, c'est la vice-présidente de WAPCO qui est arrivée, mais quand vous êtes vice-présidente d'une institution et où vous ne siégez pas habituellement et que vous arrivez et que vous passez par des portes détournées pour aller à l'intérieur de Avec la station, complicité. avec la des Chinois. complicité. C'est ça le danger en fait. C'est ça le danger. C'est pas du tout clair. C'est ça l'imbroglio. complexe. Avec Et la puis, complicité des autre dangers. chose, moi je vais vous dire, sachant à peu près comment ces choses-là se passent et actuellement, il y a des informations que les autorités béninoises ont eues qui attestent du fait qu'il pourrait y avoir des problèmes, De sabotage, des par exemple. sabotages, sabotage des du problèmes, pipeline. et qu'on puisse les accuser par la suite d'avoir fait des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce que les autorités béninoises ont décidé? Sécuriser la station de descente pour qu'on ne vienne pas dire que ça vient d'eux, les problèmes qui vont surgir. Et puis, par la suite, ça a donné le résultat qu'on a vu. Deux choses pour Oui, compléter, et Fiac. Vous avez vu, il y a eu agression presque vers la frontière du Mali. Ben, ils ont pu trouver quand même à dire que c'est les Béninois qui sont venus agresser. Nous avons traversé. Non.
Clément, j'ai écouté ça d'une oreille et après moi Oui, mais ils l'ont dit. Oui, ils l'ont dit. Comment on peut aller agresser? Ils l'ont Les dit, Béninois mais peuvent aller agresser c'est assez facile. vers la frontière du Mali. C'est assez facile. En passant par où? Quand tu connais la... Non, attends, alors, quand je dis c'est assez facile Dis-moi. d'apporter ce genre d'accusation, Oui. c'est très facile d'apporter tout ce genre d'accusation sans preuve, sans fondement. Non, en dis-moi, réalité. toi tu connais bien, très bien la zone. Alors toi, il se serait passé par où? C'est impossible. C'est quasiment impossible. Le schéma qu'on... C'est pas Gaïa, c'est pas... Non, tu vois. Donc, c'est quasiment impossible le schéma que les Nigériens avancent en disant que les gens seraient partis de Cotonou. Ok, d'accord. Ils sont partis du Bénin, ok, et ils sont arrivés au Niger. Ils ont traversé tout le Niger pour aller se positionner dans cette fameuse ville et ont opéré dans cette ville. Et on fait les tours. Ils ont eu l'information que les gens sont partis du Bénin, ils ont traversé tout le Niger, et puis ils sont allés attaquer, et puis ils ont fait retour. Peut-être Alors, même qu'ils ont même passé par le Mali tranquillement, l'autre partenaire du Niger, et pour revenir encore au Bénin. Vous savez, je regarde souvent une publicité d'une compagnie, on dit plus c'est gros, plus ça déchire. Voilà. Plus c'est gros, ça déchire. Plus. Alors, Clément Diotadéchian, vous avez suivi, par exemple, la réaction du ministre du pétrole nigérien et du garde des Sceaux qui disent que les intéressés étaient en mission ici. Est-ce que vous pensez que, suite à ces déclarations-là, Cotonou peut faire plus de clémence à l'endroit de ceux qui ont été arrêtés? Alors, je vous explique ce qui s'est passé de façon plus concrète. Les Nigériens ont fermé leurs frontières. Alors, dès lors qu'ils ont fermé leurs frontières, l'accord, effectivement, stipule que il doit y avoir une présence de la douane nigérienne sur le site de Wapco pour faire les contrôles appropriés avant que le pompage ne commence par la partie chinoise. C'est bien dit, c'est écrit noir sur blanc. Mais une fois que les frontières sont fermées, il faut bien que les autorités nigériennes saisissent le Bénin formellement que nous devons envoyer telle personne nommément citée pour représenter justement le Niger au sein du WAPCO à la station de pompage de Sémé. C'est aussi simple que ça. Ils envoyaient une lettre et le Bénin doit savoir qu'une délégation est attendue. Dès lors qu'ils avaient été totalement rapatriés du site, il y avait plus de Nigériens sur le site. On attendait une lettre, le Bénin attendait une lettre qui les renvoie à nouveau. Mais une lettre n'est pas venue, ils sont descendus tranquillement à notre aéroport. Je ne sais pas comment ça s'est passé, qui les a accueillis, qui n'a pas fait attention à ça. Et à 5, on peut débarquer quand même par notre aéroport, on peut s'habiller et grâce à la complicité des Chinois, se sont retrouvés nez à nez. Et à l'intérieur, sur les 5 personnes, il y a quand même 2 ou 3 qui sont militaires. Clément, moi, je trouve qu'il faut qu'on arrête de prendre les gens pour employer l'expression d'un de nos amis. Un brique de 15. Voilà 2 pays qui s'entendent plus. En tout cas, les autorités des pays ne s'entendent plus. Ok. Et puis, on a décidé de ça. Et puis, de part et d'autre, ça se lance des pics. On estime. Et vous décidez un jour d'envoyer une délégation, soi-disant officielle. Moi, je serais à la place même des Béninois que je les aurais mis en prison pour tentative de déstabilisation du Bénin. Mais est-ce que on pourrait un tel pas, est-ce que ça va pas envenimer davantage? Vu le contexte, je vous explique. Vu le contexte, je ne l'aurais pas souhaité. Sur des questions aussi hautement sécuritaires, c'est impossible de procéder de la sorte. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez des militaires dans une délégation. Quand la norme le dit, quand vous devez envoyer des militaires dans un pays, l'État envoyant informe systématiquement le pays de destination. En leur disant, il y a des militaires qui arrivent chez vous avec des ordres de mission, bien signés et tout ça. Mais ils arrivent... Pire. Ils arrivent, ils n'ont pas d'ordre de mission qu'ils ont présenté, les autorités béninoises ne sont pas informées, et vous arrivez sur des installations tripartites. C'est-à-dire, moi j'héberge votre enfant chez moi, vous avez besoin d'aller voir votre enfant, et vous débarquez chez moi à l'heure où vous voulez, comme vous voulez, parce que c'est votre enfant. Et vous passez à table. Et puis vous passez à table. Oui.
Apparemment, comme Adé Otiadichi, on peut se dire alors désormais que le bras de fer entre Cotonou et Niamey n'est pas prêt de se finir de sitôt. Oui, il y a une possibilité. Parce que moi, ma position est C'est légèrement... même de l'arrogance, hein, Oui. honnêtement. Et ils sont en position de belligérance permanente. Comme tu l'as dit, c'est des belliqueux. Ils en veulent au Bénin. Pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici. Le Bénin n'avait pas le droit d'être le premier pays à fermer sa frontière. Vu l'histoire qui nous lie, vu l'histoire des deux peuples, vu comment on est imbriqués, vu comment on est ensemble. Alors c'est vrai, on comprend tout ça. On a beau l'évaluer de toutes les manières, les Nigériens sont fâchés. D'accord. Mais pour d'autres raisons, encore de la sous-région, on le sait davantage, qu'il y a d'autres pays qui ont intérêt à ce que les militaires soient davantage braqués et qu'il n'y ait jamais la paix entre le Bénin et le Niger. Ça, c'est évident aussi qu'on le sait. Il y a des pays qui travaillent pour ça. Lesquels? Non, Non, vous devez savoir ça. et moi, j'irai encore plus loin, Clément. C'est même honteux. C'est même honteux qu'on soit dans une même sous-région où deux États sont en problème, ou en tout cas ils s'entendent pas pour une raison ou une autre. Et en plus, c'est une raison légitime. Absolument. On s'est tous entendus, on s'est assis, on a dit, bon, bah, écoutez, quand il y a coup d'État, on rompt les relations et on force celui qui a fait le coup d'État à sortir, se mettre dans les règles. à se mettre dans les règles. Bon, ok, on le fait. Et puis il y a un qui se croit plus malin, qui s'extrait du lot, Qui laisse une ouverture. qui laisse une ouverture, qui reçoit même ceux qui ont fait... C'est pas bien. Mais qu'est-ce qui l'aurait poussé à agir comme tel? L'intérêt n'est pas qu'économique. Hein. L'intérêt n'est pas qu'économique. Il y a des coups de poing à donner. Il a des coups de poing à donner ou il a peur d'un coup d'État aussi? Non. Laissez tomber. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils ont des coups de poing à donner. Non. C'est des coups Clément, bas. n'allons pas plus loin. C'est des coups bas, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc Non, on non, non. estime, Fiak Biyaino, que dans ce bras de fer entre Cotonou et Niamey, il y a également une chose, la tête de Patrice Talon mise à prix. Par qui? Pas Niamey. Pourquoi? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Ces histoires de la tête de Patrice. Patrice Talon, il est élu par les Béninois. Tête de Patrice Talon mise à prix ou pas, bon, c'est ça, c'est leur problème. Mais c'est Niamey qui va décider de ça. Oui. Pourquoi? Ils n'ont pas élu Patrice Talon. Donc ils n'ont rien à décider de Patrice Talon. Pour l'instant, les postures que nous connaissons de notre chef d'État qu'il prend dans ce dossier depuis le début ont été des postures communautaires. Il a respecté la décision de la communauté. le Il principe a de la fait, communauté. le Nigeria a fait pire. Le Nigeria a coupé les cités, a affamé, a fait tuer des milliers de civils. De civils nigériens. Sans courant dans les hôpitaux. Ben alors, qu'est-ce que le Bénin a fait de pire pour que ce soit la tête de Patrice Talon qui soit mise à prix? On a fait Non, quoi? alors, moi je vais répondre peut-être à votre question de manière assez simple. Le problème est ailleurs. Il est Ils où? savent que le Bénin dépend de son port et ils savent qu'ils sont des clients privilégiés du port. Donc ils font ce qu'on appelle du marchandage, mais ils ont la louche. Ou du chantage? Du chantage, pardon. Parce que par derrière, il y a quelqu'un qui met le ils ont la feu, qui louche. alimente. Oui, bien sûr. Qui alimente. Parce que qui dit, regardez bien. Moi, je ne sais pas si vous avez suivi. Hein. Sam Adambi se pointe au Niger avec une lettre du président béninois à discuter après le process. N'arrive pas à rencontrer M. Tchiani. Le lendemain, M. Tchiani reçoit le ministre des Infrastructures et du Transport d'un pays et cette audience est alimentée, a été diffusée sur les forats à foison en disant que oui, Tchiani a reçu tel ministre et non le nôtre. C'est pour vous dire un peu l'étendue des dégâts entre les deux pays. Mais pas seulement un ministre, des personnages lambda, ben, il peut Tchiani peut recevoir la petite Camerounaise à foison et notre petit compatriote Kemi Seba. Il y a eu des ministres togolais. Mais ceux-là n'ont pas des mandats officiels d'un État, mais il peut les recevoir tranquille. Hein. Oui. Mais il peut recevoir il peut refuser de Donc recevoir c'est un quand même ministre. un ministre d'un pays avec qui des ministres togolais aussi qui ont été reçus au lendemain. Vous voyez le nombre, quand vous partez à Zongo ici, vous voyez le nombre de nos frères nigériens qu'il y a dans Zongo.
Vous savez qu'ils souffrent de cette situation. Vous savez qu'ils vivent mal cette situation. Vous savez combien est-ce qu'ils ont perdu. Alors, comme à l'échéance sur les réseaux sociaux, il est dit que la frontière est maintenue fermée pour faire pression à Patrice Talon pour qu'il libère Ricky Amadougou et Joël Aïvo. Qu'en pensez-vous? Ils l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit. Je ne vois pas le rapport. Ils n'ont jamais dit, je vois le rapport. Tous ceux qui disent que là, que nous avons une base militaire française et qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est tout ce qu'ils disent. L'histoire de la base militaire française. Voilà, aux spécialistes des questions militaires. Alors, l'histoire des bases militaires, c'est tout ce que j'ai trouvé de plus gros dans cette histoire. Comment? Écoutez, une base militaire, ça implique énormément de choses. Une base militaire, vous êtes dans une ville comme le Bénin, Cotonou. Vous avez vu la base militaire qui a été déplacée là, Le Kangezo. Encore que ça, c'est pas encore une bonne base militaire. Ah bon? Une bonne base militaire, ça s'étend, ça peut s'étendre sur quoi, 21 km². À l'aise. Mais on a vu ça au Mali, non? On a vu la base militaire au Mali, même au Niger, chez eux. Même au Niger. On a vu la base militaire. Et c'est des militaires qui parlent et qui disent qu'il y a une base militaire au Bénin. Je peux consentir qu'il y ait des coopérations militaires de plus en plus au Bénin, ce qui est normal, puisque nos militaires ont besoin d'être formés et la formation, ça se dispense par des personnes qui ont la formation. Absolument. Mais dire qu'il y a une base militaire au Bénin, je m'inscris en faux là-dessus. Je mets au défi. Mais ils le savent en fait. Je mets au défi. Non, moi, je considère qu'ils ne le savent pas. C'est des militaires, Je ils le savent. considère qu'ils ont un renseignement qui fonctionne. Mais je mets au défi quiconque pourrait me prouver qu'il y a une base militaire. Ils ont rapatrié 1500 militaires de leur pays et ils parlent d'un pays qui n'a pas 80 militaires, que nous avons une base. Pendant qu'à côté, ils sont en très bonne intelligence avec le Tchad, qui a ce qu'on appelle base militaire. Non, il y a tellement de D'incohérence. Je n'ose pas parler d'incohérence, mais il y a tellement de trous dans leur... Je crois qu'ils ont un problème personnel avec le Bénin. Avec le Bénin ou avec Patrice Talon? Non. Le Bénin n'a pas le droit, le petit pays, le Bénin, n'a pas le droit d'oser fermer sa frontière. On ne doit pas le faire. Tout le monde peut comment est-ce fermer. que vous expliquez que... merci. Comment est-ce que vous expliquez que avec le Nigeria, ils n'ont pas pu tenir? Pourquoi? Le Nigeria, quand le Nigeria ils l'ont ouvert aussitôt, prestement, le même jour. Pourquoi? Et qu'est-ce qui explique cela? Il y en a un qui est tout petit, il y en a un qui est infinitésimalement grand. Mais c'est normal. Ok. Hein? Le Bénin fait peut-être quoi, un dixième ou un trentième du Niger. C'est ce qu'ils pensent en fait. Hein? On est trop minuscule pour avoir fermé une frontière contre le Niger. Pour conclure, Clément Adéchian, dites-nous que présage l'avenir dans les relations de Cotonou-Niamey. Avec que les sages se lèvent, on a des sages au Bénin qui sont nigériens, qui sont béninois. On en a autant au Niger, qui sont des deux patries, qui se lèvent, qui se concertent. Une délégation se remet un peu comme les Nigériens l'ont fait. Les Nigériens, au début de la crise, une délégation de sages était allée voir Siani, était allée voir les militaires pour discuter avec eux. Ça a permis de baisser la tension un peu au niveau du Nigeria. Je crois que, légitimement, on a besoin d'une situation pareille. On ne peut pas laisser faire, parce qu'il y a des peuples qui souffrent. Les militaires sont au pouvoir, ils sont nantis, ils ont l'argent, ils ont l'argent qui vient de part et d'autre pour les renforcer, pour les soutenir. Mais le peuple du Niger souffre. Les peuples frontaliers du Bénin souffrent. Et nous perdons de l'argent également par rapport à notre port. Alors moi, j'insiste pour dire qu'il faut quand même une délégation qui ne soit pas politique, la société civile, des personnes qui sont connues et ancrées dans les deux États, pour aller quand même au sommet. Parler au nom des deux. Dites-nous, que pensez-vous de ceux qui estiment que la CEDEAO, qui avait quand même poussé le Bénin à avoir une certaine portion dans cette crise, doit véritablement s'engager dans le développement de cette crise? Arrêtons avec les différentes crises dans l'AES et consorts. La CEDEAO est décédée. La CEDEAO doit se réinventer pour pouvoir avoir la légitimité désormais pour pouvoir intervenir. La belle preuve, le président nigérian a été obligé de demander aux jeunes Sénégalais d'aller parler aux uns aux autres dans l'AES pour qu'ils ne quittent pas la communauté. CEDEAO. C'est vous dire que aujourd'hui la CEDEAO elle est hors course. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est malheureux que ça arrive parce que la CEDEAO, c'est un bel outil, mais que les gens ont transformé en syndicat de chefs d'État. Ok. Ça, il faut aussi avoir le courage de le dire. Il faut aller à une refonte. Il faut aller
il faut que la CEDEAO se réinvente. Ça, c'est une chose. La deuxième option, en tout cas la première pour pouvoir régler le différend entre le Bénin et le Niger, c'est essentiellement utiliser les chefs des différentes communautés. On a des anciens chefs d'État. Il faut qu'ils servent à ça. Parce que... Boni Yayi doit s'inviter dans le débat, ni s'efforcer de Soglo. Nul ne sera de trop pour ramener la paix. Moi, j'estime que les débats partisans, les débats partisans, je suis de tel parti, ça doit attendre. Il faut pouvoir mettre pause là-dessus pour que chacun puisse militer pour la paix. Parce que Boni Yayi se réclame être d'une partie du pays qui est proche de la frontière avec le Niger. Je ne suis pas sûr que les populations de Tchaourou, de Parakou, ne souffrent pas de cette situation. On a vu un député comme Saleh qui est élu tout le temps dans la ville, qui quand même a des affaires au Niger. Au Niger, et donc ça ne va pas. Il n'y a pas seul. Moi, Arifari Bako, c'est pratiquement des Nigériens. C'est pratiquement des Nigériens, mais avec des parents donc béninois et tout ça, parce que il faut voir, hein, les populations frontalières ont toujours un pied là-bas, un pied ici. Et des familles comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, non négligeable, ce sont les populations de première zone nigérienne qui sont ici, qui souffrent aussi de cette situation. Une petite entorse au temps, Clément Adéchian, très rapidement, dites-nous, quelle est votre opinion sur les chartes de transition modifiées avec 5 ans comme bonus au Mali, au Burkina Faso? Kader, on n'en finira pas. Absolument. On n'en finira pas. On connaît cette règle, quand les militaires prennent le pouvoir, c'est d'abord pour 8 mois. Ensuite, ne vous en prenez pas aux militaires. Ne vous en prenez pas aux militaires. Oui. Alors, vous savez, docteur spécialiste des militaires. Oui, quand les militaires prennent le pouvoir, vous le savez très bien. Alors, ça c'était il faut faire de la sécurité. C'était prévisible. Donc, on aura le même scénario au Niger très prochainement. On a vécu au Bénin. Mais vous savez, au fait, il attend que le temps passe et puis il va pondre. Il fera la même chose. Non, il cherche sur le Bénin. Le Bénin lui donne d'abord un terreau fertile. Le sujet actuel, c'est le Bénin. Le sujet au Niger, c'est le Bénin. Quand ça va finir, quand ça va se tasser, bon, il va falloir proroger la sécurité. De 5 ans encore. Le système sécuritaire. Voilà. Tant qu'il y a la sécurité. C'est quand même facile, hein, sans élection. Oui, mais qui ne veut pas gagner Télémillion comme le dirait l'autre? Merci à vous, Fiacre Vidiainou. Je rappelle que vous êtes journaliste, internationaliste, sociologue spécial des questions militaires, consultant média. Vous étiez avec Clément Adéotia Adéchian, journaliste, chroniqueur politique, fondé du groupe de presse ESAE. Merci à tout un chacun pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour Info Hebdo.